We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission des Carnets d'Outre-Rhin, la revue de presse allemande hebdomadaire de votre serviteur Olivier Tissier. Cette semaine, dans l'actualité, l'Allemagne accusée de racisme envers les personnes originaires d'Afrique par un groupe de travail de l'ONU. La volonté d'interdire les smartphones dans les isoloirs lors du vote. La présence remarquée de militants nationalistes dans les différents carnavals. La manifestation de Koblenz contre l'AfD. Le coût du rapatriement des réfugiés afghans. La demande d'instauration d'un quota de femmes parmi les migrants. Le voyage de Franck Petri à Moscou. Et l'interdiction du port de la burqa dans les services publics. Commençons par cette grave accusation de racisme envers les personnes d'origine africaine qui émane d'un groupe de travail de l'ONU. Ce dit groupe s'est rendu dans plusieurs villes allemandes pour rencontrer des responsables politiques et associatifs. D'après les résultats de leur enquête, un grand nombre d'Africains doivent se justifier de vivre en Allemagne et expliquer à plusieurs reprises combien de temps ils souhaitent encore y rester. Ce groupe parle même de racisme institutionnel, car selon eux, le profiling racial serait utilisé par les autorités, même si elles le nient fermement. De plus, il n'existerait hélas pas de cours spécifiques pour enregistrer ce type de plainte raciste. J'ose à peine croire jusqu'où peut aller le délire de ces idéologues. Je suis moi-même un étranger, car français vivant en Allemagne, et l'on me demande très régulièrement dans ma vie de tous les jours ce que j'y fais, et si j'envisage un jour de rentrer en France. Cela n'a absolument rien d'offensant. Au contraire, j'y vois une sorte de curiosité bienveillante. Ne nous trompons pas d'analyse. Ce genre de petits comités autoproclamés de défense des droits humains ne sont en fait que les auditeurs consciencieux de l'idéologie mondialiste en tournée pour s'assurer de l'uniformité du marxisme culturel aux quatre coins du monde. Passons à présent à la réflexion sur l'interdiction du smartphone dans l'isoloir au moment du vote. Bien que ça prête à sourire, le thème est pris très au sérieux par le ministère de l'Intérieur allemand. Le but visé étant de préserver le caractère secret du vote. Le secret du vote, mais depuis quand les votants n'ont plus le droit de partager leur vote s'ils le souhaitent? Le principe du secret garantit aux citoyens que son vote ne sera pas rendu public auprès des autres citoyens. En revanche, rien n'oblige un citoyen à maintenir lui-même ce secret. Je vois dans cette affaire se dessiner la crainte du système d'un buzz contestataire. Imaginez des milliers de citoyens illustrant leur vote de rupture avec un selfie. Le système aurait bien du mal, en effet, à contenir le phénomène et ses conséquences sur les résultats du scrutin. Sans transition, je vous en parlais dans les titres, les nationalistes allemands ont profité des différents carnavals pour faire passer leur message. Cet agit-prop ne fut bien entendu pas du goût des autorités organisatrices. À Würzburg, des militants du parti Troisième Voie, dont le visage était grimé en noir, sous des bonnets aux couleurs de la Jamaïque, dansaient et réclamaient à la foule de l'argent et du sexe. Plus drôle encore, une banderole sur laquelle était inscrite « Nous le savons bien, personne ne va nous expulser » a même été diffusée accidentellement aux infos. La chaîne TV Bayerischer Rundfunk a assuré avoir supprimé la séquence de la vidéo disponible en podcast, et s'est défendu en affirmant n'avoir au départ pas réalisé que ces personnages déguisés étaient en réalité des militants politiques. On ne peut s'empêcher de sourire devant autant de grotesques. Bref, un vrai carnaval. Hélas moins réjouissant, la manifestation qui s'est tenue à Koblenz et dans d'autres villes du pays pour faire barrage à l'AfD. Les militants d'extrême gauche étaient donc cette semaine de sortie pour se réjouir de chasser de leur quartier les militants AfD. On se souvient déjà qu'en avril dernier, l'hôtel qui devait abriter le meeting de l'AfD avait été menacé d'incendie. Ces débordements ressemblent étrangement à ceux qui ont eu lieu cette semaine à Nantes. Une chose est sûre, le clivage est aujourd'hui net entre les tenants d'un mondialisme et d'un progressisme forcené et ceux qui ont choisi la nation
et les valeurs traditionnelles. Il suffit pourtant de voir dans les faits qui le pouvoir politique soutient et qui l'accable pour différencier les idiots des résistants. Toujours dans l'actualité, le Bild Zeitung nous indique cette semaine que l'expulsion de 18 Afghans aurait coûté autour de 100 000 euros aux contribuables allemands. Ces expulsés étaient accompagnés de pas moins de 68 policiers, 2 médecins et un traducteur. Initialement, 50 Afghans auraient dû être expulsés, mais ces derniers ont largement bénéficié de l'aide d'associations pro-migrants et de rapports médicaux défavorables à leur expulsion. Il est évident que tout cela n'est qu'une comédie permettant aux autorités allemandes de feindre la sévérité. Toujours sur le même thème, un député de la CDU a demandé que soit mis en place un quota de femmes réfugiées. Selon les estimations, 74% des réfugiés entre 18 et 30 ans seraient des hommes célibataires. Le même député se justifie par le fait que le célibat de ces hommes pourrait les conduire à de la frustration et de la violence. Il souhaite qu'un nombre identique de réfugiés hommes et femmes soit fixé et qu'au-delà de ce nombre, les hommes soient expulsés. Rappelons que selon un verdict récent, le fait d'être syrien en Allemagne ne donne pas automatiquement le droit au statut de réfugié. Volet politique. Parlons à présent du voyage de Frauke Petry, la porte-parole de l'AfD, à Moscou. Cette dernière a rencontré lundi dernier M. Volodine, le président de la Douma. Les thèmes abordés lors de cette rencontre furent les relations économiques entre l'Allemagne et la Russie, ainsi que des projets communs en matière d'éducation. Alexander Gauland, un des cadres de l'AfD, justifie ce voyage par le fait de vouloir entretenir des bons rapports diplomatiques avec une puissance de premier ordre et affirme qu'il s'est lui-même entretenu par le passé avec Alexandre Douguine. Alexandre Douguine, qui rappelons-le, est le guide spirituel de Poutine en matière de politique extérieure. Seul bémol à ce voyage, la présence imprévue du sulfureux leader d'extrême droite, Aber Chirinovski. Frauke Petry affirme que si elle avait été prévenue de la présence de ce dernier, elle n'aurait pas accepté la rencontre, et que sa visite n'a en rien modifié la ligne politique de son parti. On comprend bien qu'une fois encore, c'est la logique de dédiabolisation qui refait surface dans l'esprit de la dirigeante de l'AfD. Ce voyage reste néanmoins une réussite pour Petry et son parti. Nous savons qu'en Allemagne réside une importante communauté russe qui est assez conservatrice et très réfractaire à l'immigration extra-européenne. Nul doute qu'auprès de ce public, l'AfD a marqué des points. Enfin, finissons cette émission avec l'entrée en vigueur de l'interdiction de la burqa dans les services publics de Bavière. Cette interdiction concerne les écoles, lycées, jardins d'enfants et bureaux de vote. Joachim Herrmann, le ministre de l'Intérieur de Bavière, légitime cette décision par, je cite, le respect nécessaire des valeurs démocratiques occidentales empreintes de chrétienté. Cette mesure devrait se propager dans d'autres Länder. Jusqu'à maintenant, cette interdiction n'existait que dans le Land de Basse-Saxe. Cette émission des Carnets de Treurin s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets de Treurin reviennent la semaine prochaine.